Le paradis des plongeurs, en tout cas c'est marqué sur la plaque. Des cactus, des ânes, de jolies maisons colorées, des flamands et surtout des salines. Nous sommes sur l'île de Bonaire dans les Antilles néerlandaises, à quelques 60 km au nord du Venezuela. La capitale est Krulendijk et Bonaire possède un aéroport international. La végétation n'a rien de comparable avec la luxuriance des Antilles françaises. Ici, rien ne pousse que des cactus qui font le régal des ânes et des chèvres. On ne trouve pas non plus d'immenses plages de sable blanc bordées de cocotiers. La notoriété de Bonaire vient incontestablement de ses fonds sous-marins accessibles depuis le rivage. Le soir venu, après un minimum de 3 plongées par jour, les nombreux restaurants de Krulendijk nous attendent le long du quai. La journée commence tôt. Nous chargeons le pick-up, puis nous allons à la station chercher nos 2 blocs de la matinée. Pas de bateau, pas d'horaire à Bonaire. On trouve un endroit accessible au pick-up, on s'équipe et on y va, en totale liberté. Dans 2 mètres d'eau, un bébé poisson-ange lutte contre le ressac. Quelle différence avec la forme adulte! Juste à côté, un poisson lézard s'est dissimulé dans le sable, fin comme de la farine. Je vais profiter de l'affolement de ce banc de poissons pourchassés par les carangues pour vous parler de notre destination 2007. Nous sommes dans les Antilles néerlandaises qui comprennent 2 groupes d'îles, les îles du Vent et les îles sous le vent. Dans les îles du Vent, il y a Saint-Martin, Saba et Saint-Eustache. Nous sommes dans les îles sous le vent, où on trouve les îles d'Aruba, de Curaçao et enfin de Bonaire. Prédateur solitaire, un barracuda se prépare à foncer sur la moindre proie. Situé à 48 km de Curaçao, Bonaire est le paradis des plongeurs. Vous avez vu, c'est d'ailleurs écrit sur toutes les plaques minéralogiques. D'une longueur de 39 km sur seulement 11 km dans sa partie la plus large, elle héberge entre 15 000 et 20 000 habitants. Située hors de la zone cyclonique, l'île jouit d'un climat beaucoup plus sec que ses voisines plus au nord. La température moyenne oscille autour de 27 degrés et celle de l'eau 26 degrés. On peut donc y plonger toute l'année. Le sud est couvert de marais salants où de très nombreuses colonies de flamants roses ont élu domicile. La côte est est battue par les vents, tandis que la côte ouest, sous le vent, offre une eau calme et limpide et regroupe tous les sites de plongée. Passé les 10 premiers mètres balayés par le ressac, on se retrouve dans les forêts de Gorgone qui font le charme des Caraïbes.
Il n'y a pas de poissons clowns dans les Caraïbes. Par contre, de jeunes alevins trouvent souvent refuge dans les bras des anémones. Et en cherchant au pied, on trouve fréquemment des crevettes Periclymenes. Ce poisson-bourse doit s'en moquer complètement, mais c'est l'Espagnol Alonso de Ojeda qui est considéré comme le premier Européen à aborder l'île de Bonaire en 1499. Il l'occupa au nom de l'Espagne. À l'instar d'Aruba, Bonaire ne fut pas perçu comme très utile par les Espagnols qui s'en lassèrent rapidement. Ils obligèrent les autochtones à servir d'esclaves sur les grandes plantations de canne à sucre de l'île d'Hispaniola. Vers 1515, l'île de Bonaire fut considérée comme vidée de ses habitants d'origine et ne servit plus que de repère pour les pirates et les flibustiers espagnols. En 1526, les Espagnols commencèrent l'élevage du bétail sur l'île. Ils firent venir un certain nombre d'Arawaks du Venezuela comme ouvriers, et en quelques années, le bétail finit par surpasser en nombre la petite population locale. Au cours des siècles suivants, peu d'immigrants arrivèrent sur Bonaire, sauf les pirates et les boucaniers de tout acabit. Les seuls immigrants qui vinrent s'établir sur Bonaire étaient surtout des détenus espagnols en provenance des colonies d'Amérique du Sud. Bref, la population d'origine européenne sur Bonaire ne fut pas des plus chrétiennes, l'île étant surtout connue comme une colonie pénitentiaire. En 1633, ayant perdu l'île de Saint-Martin au profit de l'Espagne, les Hollandais prirent les îles de Curaçao, Bonaire et Aruba. Tandis que Curaçao devenait un centre important du commerce des esclaves, Bonaire resta une colonie peu peuplée. D'abord, elle demeurait une colonie pénitentiaire, ce qui attirait peu d'immigrants, et se transforma également en une énorme plantation appartenant à la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales. Un petit nombre d'esclaves africains furent mis à contribution pour travailler et cultiver le maïs et faire sécher le sel. Ensuite, les marchands et les pirates hollandais qui écumaient les côtes d'Amérique du Sud à la poursuite des galions espagnols firent de Bonaire l'une de leurs bases. La contrebande se transforma en un commerce fructueux avec l'Amérique et l'Europe. J'arrête un moment le récit pour admirer ces minuscules ovules qui vivent exclusivement sur ces gorgones. Une autre curiosité de la mer des Caraïbes, le poisson lime gribouillé. Du début du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe, seuls les militaires qui surveillaient les plantations et les installations pénitentiaires, ainsi que les esclaves, étaient autorisés à habiter l'île de Bonaire. Quand la Compagnie des Indes occidentales fut dissoute en 1791, ses propriétés furent confisquées par le gouvernement hollandais, mais les opérations commerciales continuèrent. Les esclaves africains devinrent la propriété du royaume des Pays-Bas, qui les considéra comme des esclaves du gouvernement, ou, en papiamento, des catibus di rei, ce qui signifiait les esclaves du roi. Bien que les esclaves jouissaient d'une certaine liberté, leur condition de vie empira jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1863. Le papiamento est la langue vernaculaire. C'est un créole particulier du fait qu'il est constitué de 3 langues, le portugais, l'espagnol et le hollandais. La langue officielle reste le hollandais. Dans le courant du XIXe siècle, les Hollandais luttèrent pour conserver les possessions de leur colonie. Par 2 fois, entre 1800 et 1803, puis entre 1807 et 1815,
les Britanniques prirent Curaçao, la capitale de la Compagnie des Indes occidentales, et gagnèrent ainsi le contrôle de Bonaire. Les Britanniques louèrent l'île à un Américain propriétaire de navires qui exploitait le commerce du bois à Bonaire. C'est ainsi que l'anglais s'introduisit dans l'île, jusqu'à épargnée par cette langue. Les îles sous le vent, dont Bonaire, revinrent aux Pays-Bas lors du traité de Paris de 1816. Mais si Bonaire manquait des ressources naturelles qui faisaient la prospérité des autres colonies antillaises, l'île bénéficiait d'une matière première précieuse qu'elle possédait en abondance, le sel, un ingrédient nécessaire pour assurer la conservation de la viande et du poisson. Au milieu du XIXe siècle, cependant, l'industrie du sel périclita, aussitôt après l'abolition de l'esclavage. En 1954, les îles hollandaises obtinrent une autonomie administrative considérable sous le nom d'Antilles néerlandaises. Willemstad, sur l'île de Curaçao, devint la capitale politique des Antilles néerlandaises, mais Kröllendijk resta le chef-lieu et le centre administratif sur Bonaire. Aujourd'hui, l'île est restée à l'écart de l'essor pétrolier vénézuélien, contrairement à Curaçao et Aruba, alors que l'économie y est demeurée essentiellement agricole et surtout touristique. Voilà pour cette présentation de Bonaire, car cette île reste très méconnue des touristes français. Ceux-ci préfèrent en effet se diriger vers nos départements d'outre-mer. Quant aux plongeurs, cette destination est un peu chère par rapport au prix beaucoup plus attractif de la République dominicaine. Mais Bonaire reste une exception dans le domaine de la plongée touristique, et le concept de totale liberté en séduira plus d'un. Le seul problème consiste dans le fait que ce genre de plongée ne peut se pratiquer que par des gens conscients et responsables. En effet, les tombants au nord de l'île sont vertigineux et le moindre accident remettra en question le principe de la plongée liberté. Il y a ainsi à peu près 80 sites conseillés aux touristes. On les repère tout au long de la route qui longe la côte grâce à des cailloux peints en jaune. Un coup d'œil vers la mer et on aperçoit une bouée, jaune également, qui marque le début de la plongée. En réalité, ces repères ne sont là que pour indiquer un endroit où garer facilement le pick-up, sans s'enliser ou percer un carter. Nous avons testé des sites non marqués, ceux-ci n'étaient pas moins bien que les sites officiels. Que trouve-t-on dans les eaux de l'île? Les images parlent d'elles-mêmes, la faune fixée est magnifique. C'est un festival de gorgones de toutes sortes. Éventails, buissons, elles s'étalent, abritant toute la petite faune de la mer des Caraïbes. Le corail dur n'est pas en reste. Porite, Acropora, madrépore se développent à profusion dans une eau dont la température ne descend jamais en dessous de 25 degrés. Par contre, la faune piscicole y est un peu moins variée qu'au Mexique par exemple, et à part quelques raies, carangues ou autres tarpons, on rencontre peu de gros poissons. Joyaux des Caraïbes, les poissons-anges semblent narguer les photographes par leur vivacité. Hormis cet ange royal qui ne prend la pose que pour me faire mentir.
Cible de choix pour les chasseurs d'images, les poissons lézards ou les rascasses se laissent approcher sans difficulté. Très farouche, le poisson ruban se rencontre rarement ailleurs que dans les Caraïbes. Ce poulpe est en chasse et il rampe sur le sable, mais comme je m'approche, il s'inquiète et il va utiliser la nage par propulsion. Comme les sèches ou les calmars, il nage par saccades pour s'enfuir, mais si je m'approche de trop, il va m'envoyer un beau jet d'encre. Comme toujours, en plongée, il faut savoir garder un œil dans le bleu pour ne pas rater le passage d'un pélagique. Ici, une raie aigle. Un peu plus loin, c'est un gros tarpon qui vient nous observer. Entre 10 et 25 mètres, c'est un véritable jardin. Gorgones, éponges tubulaires, éponges barriques occupent la moindre surface du tombant. Palmant lentement au-dessus du corail, j'imagine ces îles au temps des pirates. Quelles épaves reposent ici sous leur linceul minéral? Si cela se trouve, nous nageons au-dessus d'un trésor. Après 1492, les Espagnols, les Portugais, les Hollandais, les Anglais, les Français croisèrent dans les Caraïbes, les pirates et autres corsaires y foisonnaient. De Ojeda découvrit Bonaire en 1499, mais les Espagnols s'en désintéressèrent et vers 1515, l'île, débarrassée de ses habitants d'origine, ne servit plus que de base pour les flibustiers espagnols.
Alors, Bonaire est-elle un paradis pour les plongeurs, comme l'affirment les plaques minéralogiques des voitures? Peut-être pas quand même, mais quel plaisir de retrouver, comment dirais-je, une sorte de plongée à l'ancienne, en couple ou avec des copains, dans une eau tiède, sans aucune contrainte et sans courant. Quant à ceux qui ne sont pas des forcenés de la bouteille, l'île offre des possibilités de belles balades. On peut aussi y pratiquer l'apnée. La côte sauvage montre de superbes paysages et la mangrove est le refuge des flamants roses, emblème de Bonaire. Au nord, le parc Washington est une magnifique réserve naturelle et on peut y trouver aussi quelques très beaux sites de plongée. Le sud est occupé par les salines, exploitées depuis le XIXe siècle. Jusqu'en 1863, ce sont les esclaves qui travaillaient à l'extraction du sel. Les Hollandais importèrent à peu près un demi-million d'esclaves aux Antilles, un bien petit trafic par rapport à celui pratiqué par l'Angleterre, la France ou le Portugal. Certains historiens estiment à 40 ou 50 millions le nombre d'individus déplacés par la traite des nègres de 1511 à 1790. Souvenons-nous quand même que c'est le très catholique pape Nicolas V qui autorisa en 1454 le roi du Portugal à pratiquer la traite. Le soir venu, petit restaurant au port de Klondike ou barbecue à la maison. Bonaire, c'est presque le paradis.